Je travaille au laboratoire de recherche du groupe SEB, donc je viens du privé et là je vais vous présenter les recherches qu'on mène à la fois à l'intérieur de chez SEB mais également en lien avec des universités et des chercheurs. Donc ma communication s'intitule les culturales créatives ou les créatifs culturels à l'épreuve de la pensée magique postmoderne et je vais vous présenter les usages spirituels du digital face au changement de mode de vie individuel et collectif. Donc en fait, tout d'abord, je vais resituer un petit peu le débat. Quand on s'intéresse à la pensée magique en Occident, on va traiter de différents concepts qui vont être celui de la spiritualité au prisme de la consommation. On va s'intéresser à tous les rites sociaux et à l'invisible. On va mobiliser certains concepts anthropologiques comme le permis, le prescrit et l'interdit, le pur et l'impur, pour pouvoir nous intéresser à un phénomène social assez intéressant et nouveau, qui est le réenchantement de la consommation et du quotidien à travers une quête de sens des consommateurs. Donc pour Claude Lévi-Strauss, la magie est d'abord d'ordre intellectuel, elle est une situation d'interlocution angoissée avec le monde. Donc je vous ai mis l'explication qu'on peut mettre sur cette pensée magique et sur son utilité sociale. Donc il faut voir dans les conduites magiques la réponse à une situation qui se révèle à la conscience par des manifestations affectives, mais dont la nature profonde est intellectuelle, car seule l'histoire de la fonction symbolique permettrait de rendre compte de cette condition intellectuelle de l'homme, qui est que l'univers ne signifie jamais assez et que la pensée dispose toujours de trop de signification pour la quantité d'objets auxquels elle peut accrocher celle-ci. Déchiré entre ces deux systèmes de référence, celui du signifiant et celui du signifié, l'homme demande à la pensée magique de lui fournir un nouveau système de référence au sein duquel des données jusqu'alors contradictoires peuvent s'intégrer. Donc l'objectif de ces travaux, on va s'intéresser à l'univers de la consommation, c'est de comprendre les croyances qui permettent une justification des choses qui paraissent pour les individus irrationnelles. Donc la force des croyances va avoir une fonction similaire à celle que Malinowski évoquait au sujet de l'utilité de recourir à la magie du peuple trobriandais. Les croyances magiques apparaissent pour parer à la certitude des entreprises humaines, fortifier la confiance, réduire l'anxiété et fournir une échappatoire à une impasse apparente. Donc, on va revenir sur spiritualité et consommation, qui apparaissent être deux termes antinomiques. Et je vais vous montrer que loin d'être un oxymore, ça nous permet d'avoir une porte d'entrée à la compréhension de nouveaux phénomènes sociétaux. Donc la spiritualité dans la consommation représente un marché en croissance caractérisé par une demande diverse dans ses expressions, à travers des soins, des produits culturels ou l'alimentation, et exigeante sur la qualité relationnelle, désireuse aussi d'expériences spirituelles nouvelles et parfois exotiques, un fort attrait pour les voyages vers l'Orient, un regain d'intérêt pour les cultures dites traditionnelles et un souhait de revenir vers la nature. Donc, on pourrait la définir de la manière suivante. Donc, la spiritualité d'une expérience de consommation est une action de transformation de soi dans un cadre marchand, motivé par une recherche de sens et de sagesse dans une perspective immanente ou transcendante. Toute cette tendance autour du croire, de cette quête de sens, nous permet, à travers les usages et les représentations, d'appréhender l'influence du digital dans la constitution d'un nouveau groupe social, comme je vais vous le présenter. Et c'est vraiment les communautés en ligne, le virtuel, qui va pouvoir amener les phénomènes qu'on étudie. Donc du coup, pour ces travaux, on a eu une approche à la fois immersive, mais également participative et online. Je vais vous présenter rapidement deux études de cas. Donc la tendance du juicing à travers une alimentation healthy et une quête de bien-être, et la tendance des bijoux magiques qui se développent quasiment exclusivement via Internet. On a mobilisé des outils adaptés à l'anthropologie de la consommation à travers la méthode des échelles d'observation, la méthode des itinéraires, celle des cycles de vie, et on a fait une analyse comparative avec une ethnographie. Donc pour resituer un petit peu le contexte, parce que je vous ai parlé en exergue des créatifs culturels, où le postulat est que ce serait un nouveau groupe social sans conscience de classe, on a essayé de comprendre d'où venait l'émergence de ce phénomène. Donc dans les années 2000, on a vu un phénomène social d'un nouveau genre qui a été théorisé de manière imparfaite par des chercheurs, des journalistes, des penseurs, où il mettait en avant un même phénomène, celui de l'émancipation du consommateur face au système marchand qui ne se positionne non pas en opposition, mais en stratège constructiviste du modèle économique actuel.
Donc ces 3 mouvements, ça a été le premier, l'émergence du concept de bobo, qui n'a certes pas de réalité sociologique, mais qui donne à voir une évolution de la consommation et de certains modes de vie dans lesquels certains se reconnaissent, et à l'inverse, dans lesquels certains ne veulent pas se reconnaître, et qui traduit l'ascension sociale de cette nouvelle élite, appelée socioculturelle, essentiellement fondée sur les diplômes d'universités prestigieuses et liée à la mise en place de nouvelles économies fondées sur l'information. Il représente l'illustration de la synthèse jugée réussie entre richesse et valeur de la contre-culture. Après, il y a tout un ensemble d'anthropologues et de sociologues qui se sont intéressés à l'apparition de nouveaux phénomènes de consommation où l'économie va se faire signifiante. Donc Lionel Obadia, dans son ouvrage « La marchandisation » en 2013, nous parle de l'attrait grandissant pour la consommation d'horoscopes, de fétiches New Age et de services d'une spiritualité dite soft, comme celle des techniques de bien-être ou de mieux-être pour hommes et femmes modernes stressés par leur mode de vie. Il y a aussi certains chercheurs qui ont travaillé sur des tapis qui étaient électriques et qui se tournaient automatiquement vers la Mecque. Donc les années 2000 montrent ce type de choses. Et enfin, on a eu la quantification internationale de la propension d'individus en transition consumériste, qui a été théorisée par deux chercheurs aux États-Unis suite à une étude de 14 ans réalisée sur 100 000 personnes, qui est Ray et Anderson, où pour eux, les culturels créatifs, ce sont les héritiers de divers mouvements écologiques, antiracistes, contre-culture des années 60 et New Age. Leur démarche va converger autour de plusieurs axes: valeurs féminines, développement personnel, psychospiritualité, écologie avec l'alimentation bio, des méthodes naturelles de santé et la médecine douce, une implication personnelle dans la société, activisme, idéalisme, engagement solidaire. Ils inscrivent leur démarche au sein d'une approche diachronique, mais également synchronique, en prenant en considération la fonction essentielle de transmission des leçons du passé et la mobilisation de mythes collectifs qui favorisent l'ouverture d'esprit et de la cohésion. Donc là, je vous ai mis un petit peu la base qui a été celle de notre réflexion. Et du coup, dans l'article que vous allez trouver dans l'ouvrage, on a essayé de s'intéresser à 2 dimensions pour essayer de répondre à notre problématique. Donc la première dimension, c'était comprendre l'influence de ces figures sociales au niveau macrosocial et microsocial en objectivant les mécanismes socio-symboliques à l'œuvre, tout comme les pratiques individuelles, et la compréhension des mécanismes de diffusion des croyances de ce groupe social par l'intermédiaire du développement de circuits de consommation dématérialisés d'objets spirituels. Pour répondre à la question suivante: pourquoi le numérique a-t-il contribué au développement d'une spiritualité dite consumériste qui entraîne une tribalisation de la société, vectrice d'innovation sociale? Donc du coup, pour traiter ce sujet qui peut paraître en apparence compliqué, on a repris les échelles d'observation qui ont été notamment développées par le professeur Dominique Desjeux, où là, on va objectiver le lien entre les effets de contexte, à un niveau macro-social, et les usages au prisme de l'influence du sens et du métasocial. Donc, à la base, Dominique Desjeux, il va s'intéresser au micro-individuel, au micro-social, au mésosocial et au macro-social, en montrant toutes les stratégies individuelles et de groupes sociaux à chaque échelle d'observation. Et pour lui, ce qui apparaît à une échelle n'est pas forcément vérifiable ou également objectivable à une autre échelle. Nous, on se positionne plus dans une position ethno-méthodologique où on se dit que l'individu est le fruit d'un contexte et qui va également agir sur ce contexte-là. Et du coup, en fonction de l'évolution de la société, de la montée des incertitudes, des pertes de repères et de la recherche de cadres normatifs, on a rajouté le métasocial en plus, où on s'est dit que ces croyances, ces obédiences et ces spiritualités, ces quêtes de sens individuelles et collectifs, avaient également une influence à la fois sur la société, sur l'individu et sur la consommation de manière plus générale. Pourquoi tout ça? Parce qu'on se rend compte, lorsqu'on va sur le terrain, parce que tout ce qu'on affirme est parti d'une approche inductive et d'une approche assez ethno-terrain, que les gens sont face à des dissonances cognitives. Ils essayent de rendre acceptables ces fameuses dissonances cognitives avec lesquelles ils doivent composer au quotidien. Il s'agit de l'écart entre l'idéal de vie et la réalité des pratiques quotidiennes. Et du coup, pour rendre plus acceptable ça, on voit des sociotypes qui sont érigés en archétypes d'une société en perte de repères. Ils deviennent les boucs émissaires d'une société qui s'aime à les détester. Et on a la réinterprétation de certains mythes anciens. Donc on a le mythe prométhéen du progrès qui devient le mythe de la ménagère Seb, où on a le mythe du trickster qui a été théorisé par Radin ou Jung, qui va être mis sur le devant de la scène et qui va cristalliser ces sociotypes pour soit créer une adhésion en termes de consommation, en termes de style de vie, ou à l'inverse, pour pouvoir expliquer
pourquoi certaines personnes y arrivent et certaines personnes n'y arrivent pas dans le système de consommation actuel. Donc là, je vous avais mis juste une petite explication sur le trickster. Il s'agit d'un personnage qui est à la fois pit, farceur, lutin malin, qui ne peut être pris au sérieux dans une ambivalence perpétuelle qu'il entretient entre le bien et le mal. Donc lui, il est présent dans toutes les cultures et dans toutes les mythologies. Il est le symbole de l'apprentissage par l'absurde, tombant dans les propres pièges qu'il avait tendus. Il viole les tabous et transgresse les interdits. Et du coup, on a fait un parallèle avec le concept de Bobo, où en fait, on est toujours dans ces paradoxes, dans ces dissonances cognitives, où par exemple, il y avait une journaliste qui avait repris un petit peu tous les verbatim des acteurs ou des personnes publiques, où on avait des grands paradoxes, et elle avait repris l'expression de Marion Cotillard, qui disait qu'elle était évidemment locavore, mais qu'elle mangeait quotidiennement du quinoa. Donc en fait, c'est ça, c'est comment on rend plus acceptable des contradictions sociales et comment on retrouve une nouvelle justification de l'ordre des choses. Donc là, je vous ai mis quelques archétypes sociaux de la consommation. Donc on a le bobo qui est le plus connu, on a le boubourg qui a été théorisé par Shemla en 2016, où on va avoir une forme un petit peu décomplexée du boubourg et qui va assumer un côté un petit peu plus beauf. Et là, après, on a d'autres formes qui sont plus caricaturales, humoristiques, où avec le lookbook, on va avoir toutes ces nouvelles tendances de la société. Avec le look quinoa, on va avoir l'image du cadre, on va avoir l'image du jeune en politique, on va avoir plein de personnes qui, à un moment donné, vont cristalliser soit de l'admiration, soit des craintes, soit des peurs sur la société qui vont nous permettre d'entrer et de faire réfléchir les gens sur des phénomènes de société. Donc, on a réalisé 3 études ethnologiques auprès d'individus au mode de vie différenciés, mais qui s'inscrivent au sein d'une quête de sens similaire. Et du coup, là, je vous en présenterai que 2, mais par l'entrée alimentation, c'est intéressé à la tendance de l'alimentation dite vivante, où les gens, en mangeant de l'alimentation crue, se sentent exister et veulent reprendre du pouvoir sur eux. Et d'autres personnes autour de la viande bio et des circuits de distribution courts, où eux, ils recherchent le pouvoir symbolique de la viande pour se sentir vivants. Donc on voit vraiment déjà qu'avec une entrée par ingrédient, par mode de vie ou par modèle alimentaire différencié, on va avoir un objectif de reprise de pouvoir sur soi qui est similaire. Donc l'enquête sur les extracteurs de jus, c'est une enquête qu'on mène depuis 1 an et demi. Donc c'est des rencontres sur des temps courts et sur des temps longs avec des gens. On les suit également sur les communautés en ligne. Donc c'était vraiment la méthode des itinéraires où on s'est intéressé par l'entrée de l'objet et de l'extracteur. Donc un extracteur de jus, c'est une vis qui va broyer doucement des fruits, des légumes ou des herbes et qui va d'un côté mettre un jus pur et de l'autre côté les fibres, la pulpe et toutes les matières dites sèches et qui cristallise un imaginaire assez intéressant. Donc on s'est intéressé à comment ça se passait à la maison, quand il y avait le processus de décision, quand on l'achetait, quand on le ramenait à la maison, on le rangeait, on l'utilisait, qu'est-ce qui se passait quand on ne s'en servait plus, etc. Et du coup, on s'est rendu compte que ces individus n'achetaient pas seulement un extracteur de jus, ils achetaient un style de vie. Et que l'évolution de la société et la montée des incertitudes va produire de nouvelles manières de consommer. Et le juicing devient une pratique de réassurance. La tendance de l'alimentation vivante rend visible un retour de la pensée magique en Occident et nos croyances conditionnent également notre manière de manger. Plus loin, le juiceur va devenir un médecin à domicile. À chaque mot correspond un jus. Le jus devient vraiment un super aliment et est considéré tel un alicament. Et on a un nouveau système normatif qui se développe autour de ces adeptes et les gens vont vraiment repositionner et réorganiser leur vie autour de cette pratique alimentaire qui peut paraître un petit peu fou quand on le voit de l'extérieur, mais on voit vraiment des changements en termes de socialisation, en termes de mode de vie, en termes de pratiques professionnelles, en termes de pratiques extra-professionnelles où l'entrée commune aura été le jus. Donc là, je vous ai mis une image illustrative quand on allait préparer ces fameux jus avec les individus. Et on s'est rendu compte qu'il y avait différents types de profils et d'utilisateurs où en fait, le niveau d'adhésion à ces pratiques et à ce mode de vie allait varier en fonction de la capacité des individus à prendre de la distance par rapport à leurs propres pratiques. Donc en fait, on va avoir des débutants, des initiés, des experts et des évangélistes. Donc les débutants, c'est les gens qui à un moment donné vont avoir une peur de vieillir, une peur de grossir, une peur de se sentir seul, une peur de ne pas avoir la patate au boulot et vont se dire peut-être qu'en mangeant des jus, en ayant une nourriture vivante, je pourrais aller mieux. Donc s'ils ne trouvent pas un équilibre
au stade de débutants, ils vont devenir des initiés, puis des experts, où ils vont apprendre via les réseaux sociaux, via des communautés en ligne et par des réseaux d'influence, de se dire comment on consomme, quels sont les codes couleurs entre les jus verts, les jus rouges, où il faut que j'achète mes légumes et mes fruits, quelles sont celles qu'il faut que je consomme, comment je dois me servir mon appareil, à quel moment je dois consommer ces jus, pour essayer de reprendre un pouvoir sur moi. Et si cet équilibre n'est pas trouvé, on va avoir une minorité qui va devenir des évangélistes, où au-delà d'avoir une radicalisation dans leur mode de vie, parce qu'ils vont consommer exclusivement de la nourriture vivante, ils vont également avoir comme volonté de diffuser ces bonnes pratiques et de convaincre leurs proches, d'autres personnes sur Internet, de recourir à ce mode de vie-là. Donc la société va nous renvoyer l'image d'une consommation au final alimentaire de l'émotion, parce que c'est toujours la peur qui va dicter ce changement de pratique alimentaire. Donc pour Lévi-Strauss, il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser. Fischler, lui, nous dit que si nous ne consommons pas tout ce qui est biologiquement comestible, c'est que tout ce qui est biologiquement mangeable n'est pas culturellement comestible. Et en incorporant un aliment, nous incorporons par analogie les qualités réelles ou imaginaires, positives ou négatives que nous lui prêtons. Actuellement, le système agroalimentaire produit des aliments de plus en plus transformés, en décalage avec la naturalité qu'il entend garantir et que l'individu recherche. Ce qu'on peut dire en fonction de ces études, c'est qu'en adoptant un cadre alimentaire normatif, les individus vont arbitrer avec leurs propres contradictions. Un exemple qui est assez illustratif de ça, c'est qu'on a la pratique du flexitarisme ou semi-végétarisme qui est apparu, qui est une pratique alimentaire qui consiste à être flexible dans la pratique végétarienne. Donc selon les circonstances, un flexitarien peut manger végétarien ou végétarien chez lui, mais manger des plats incluant de la chair animale lors d'occasions particulières, comme aller au restaurant, lors de repas en famille ou chez des amis. Donc, en fonction de tous les scandales sanitaires, de tout ce qui est communiqué dans les médias, dans de plus en plus de groupes sociaux, la viande devient compliquée à manger dans toutes les occasions, mais comme c'est dur de changer de modèle alimentaire, on arrive à trouver des stratégies alternatives pour rendre plus acceptable ce changement de vie espéré qu'on n'arrive pas au quotidien. Et le flexitarisme, qui veut au final tout et rien dire, propose un cadre qui convient à ces individus-là. Donc là, je vous ai mis l'image de Thierry Casasnovas. Je ne sais pas si vous le connaissez, donc c'est quelqu'un qui vit dans le sud de la France, donc peut-être pas très loin d'ici, qui a un blog, qui poste des vidéos, qui est assez actif, qui fait des séminaires sur une semaine où il apprend aux individus à se nourrir suivant les préceptes de l'alimentation digitale. Il a créé un gros business autour des extracteurs de jus. Il met même en place des prêts solidaires pour que les gens qui n'ont pas les moyens de les acquérir les achètent. Et diffuse vraiment ce mouvement de la nourriture vivante via le digital. Il y a des communautés très fortes qui se créent. C'est vraiment un mouvement qui dépasse les fabricants et les distributeurs eux-mêmes de ce type de produits. Et en fait, avec ce phénomène, on se rend compte que des personnes comme Thierry Casasnovas, mais ce n'est pas le seul, ont mis en place un contre-storytelling qui va être initié par les consommateurs eux-mêmes, parce qu'ils vont se dire experts de leur quotidien et ils vont réinterpréter le discours qu'une entreprise comme Seb ou comme Huron ou comme toutes ces entreprises-là vont diffuser. Et on a beaucoup de dérives sectaires et des comportements dangereux. Et en fait, ce mec, il est vraiment suivi de près par tout le monde parce qu'on est vraiment dans quelque chose de dangereux. Donc en fait, la dernière étude que je vais vous présenter très rapidement, je me suis intéressée au processus de syncrétisme socio-culturel dématérialisé et aux bijoux magnétiques et aux bijoux ésotériques. Parce qu'on s'est dit que l'entrée par l'alimentation était très bien, mais il fallait voir s'il n'y avait pas un biais de regard et qu'on n'avait pas une tendance à surinterpréter avec un modèle anthropologique. Et du coup, on a fait une ethnographie sur un sujet différent, mais qui avait du sens parce que les gens qui consomment une alimentation avec le juicing sont sensibles à ces bijoux magnétiques et ésotériques et c'est arrivé dans leur discours. Donc, rapidement, à chaque mal, un bijou, une solution. Les gens nous disaient, c'est un peu comme avoir un magnétiseur à domicile, ce truc touche tout le monde car personne ne va vraiment bien. J'ai un chakra dans mon slip et depuis, ça va super. Et vous pouvez chercher sur Internet, le chakra dans le slip, c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes. Et en fait, on observe le phénomène qui est très intéressant, qui est un renouveau de la vente pyramidale. On l'a également dans la nutrition sportive. Et c'est quoi? C'est un marketing visuel diffusé par le biais des réseaux sociaux qui permet à chaque consommateur et conseiller distributeur de mettre en avant l'efficacité des produits avec des photographies et des témoignages. Et qu'en modifiant son image, ils ont capté une nouvelle clientèle et ils vont vraiment ériger le consommateur comme un acteur de sa vie, un acteur de la société en lui proposant une nouvelle quête de sens. L'argent n'est alors plus une fin, mais un moyen d'atteindre ses objectifs.
Donc ce qui est intéressant, c'est que le bijou va agir localement pour un mieux-être global. Et le procédé qui va permettre ce changement d'état, il n'est pas clair. Il ne va pas de soi et les gens n'arrivent pas à l'expliquer. Mais la preuve que ça marche par les témoignages et les vidéos suffisent à forger une fonction magique à ces bijoux-là. Donc le mode de procuration, il y en a quelques-uns dans les boutiques, mais sinon on est surtout sur de la vente directe. Et avec Internet, on voit qu'il y a une recrudescence de ça et ça se rapproche dans le discours de tous les bijoux qui sont dits ésotériques et qui sont rattachés initialement au paganisme, à l'animisme et à la sorcellerie. Donc je passe rapidement parce que je n'ai pas le temps. Et du coup, les résultats de cette nettographie, c'est quoi ? Donc, ces objets, ils permettent d'atteindre une certaine forme de transcendance tout en se bricolant ses propres croyances et, in fine, sa propre spiritualité. Les deux catégories de sites Internet semblent en définitive proposer le même service, des objets de réassurance permettant d'accompagner les consommateurs vers un mieux-être. Tout se passe comme si la société de consommation postmoderne, qui entraîne la multiplicité des quêtes de spiritualité individuelle, pousse les individus à consommer de la croyance. Et nous semblons observer non pas une différenciation lexicologique ou en termes de bénéfices consommateurs espérés entre les bijoux ésotériques et les bijoux fantaisie magnétiques, mais un clivage entre les individus qui s'inscrivent dans un mode de vie spirituel, voire ésotérique, et ceux qui, pour mieux vivre, décident de consommer différemment. Ils consomment un registre symbolique et après, ils finissent par se l'approprier. Donc dans cette logique, cette étude ethnographique nous permet d'approcher deux formes distinctes de spiritualité, une mystico-religieuse et l'autre consumériste, qui rendent compte d'un phénomène similaire, celui de la quête de sens en situation de modernité. Et enfin, pour conclure, on s'est intéressé au concept des transitions de Chabot, où lui, en fait, il va plus loin que Michel Serres avec sa petite poussette, qui décrivait l'aventure fascinante de grandir à l'ère du numérique. Et lui, Chabot, nous dit oui, mais à un moment donné, comment on va faire quand les gens vont se dire qu'il faut prendre en considération le modèle qui a permis de rendre possible ce mode de vie. Et du coup, tout ce qu'on appelle créatif culturel et tous ces changements économiques où le spirituel va s'insérer dans l'économie, dans la consommation, ça permet de justifier ça et d'essayer de développer des modes de vie et de modes de consommation un petit peu plus vertueux, structurant le cadre normatif. Et du coup, on a développé tout un concept que vous retrouverez dans les écrits du surconsommateur qui s'appuie sur un discours global pour expliquer et justifier une quête de sens individuelle qui amène à un changement de pratique et qui doit avoir des répercussions globales. Et je vous remercie.